Isabelle Facon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette salle des thèses du Conservatoire national des arts et métiers. Alors, vous êtes directrice adjointe et maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes. Vous enseignez à l'École polytechnique, à l'Institut catholique de Paris, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, contributions, publications. Alors, on peut citer La nouvelle armée russe, parue chez l'Inventaire en 2021, et sous votre direction, Russie-Turquie, un défi pour l'Occident, chez Passé Composé en 2022. Alors, Isabelle Facon, je vous remercie d'avoir bien voulu intervenir au profit de ce cours en ligne Merci à vous. et d'y aborder le thème de la Russie en tant que puissance stratégique sur la scène internationale contemporaine, avec peut-être pour commencer cet entretien, une mise en perspective temporelle de cette puissance russe. On sait que la Russie, c'est le pays le plus étendu au monde et que son histoire, sa géographie, finalement, ont façonné ses représentations de la stratégie, de la géopolitique sur le temps long. Donc, c'est, on peut dire, un complexe d'encerclement dans un environnement hostile dont il faut se protéger par un glacis protecteur. La Russie, c'est donc une situation de puissance continentale centrale qui a inspiré d'ailleurs et même préoccupé les théoriciens de la géopolitique, notamment les anglo-saxons. On peut penser à Mackinder ou encore, plus près de nous, à Brzezinski. Alors, si on place la crise actuelle entre la Russie et l'Occident, son point d'orgue, la guerre d'agression en Ukraine, dans une perspective temporelle peut-être plus courte, elle semble l'aboutissement, cette crise et cette agression ensuite en Ukraine, d'une symétrie de perception de menaces qui va croissant, voire d'un dilemme de sécurité qui s'exacerbe. Mmh. Alors, cette histoire de complexe, d'encerclement, glacis, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, défendu, une perspective qui est défendue par, des historiens, des géographes et donc dans cette perspective-là, voilà, il y a l'histoire, vraiment ancienne, là, pour le coup, de la Russie, grande plaine ouverte, qui n'est pas dotée de frontières naturelles suffisamment, dissuasives et ça donnerait lieu, aussi à la faveur d'une, histoire faite aussi d'invasion, hein, et certaines quand même qui ont pu, mettre en cause vraiment le sentiment, de sécurité des différentes formations étatiques, russes. Eh bien oui, ça a pu faire naître ce sentiment, de forteresse, assiégée, l'idée que la Russie serait soumise à une menace qui viendrait de toutes les directions, et donc ça l'aurait amené à, avoir un réflexe et ça c'est votre affaire de glacis, un réflexe de protéger les centres de pouvoir politiques et économiques par rapport à la menace extérieure, en repoussant toujours plus loin les frontières pour justement avoir cet effet de protection. Et ça suppose aussi, un peu plus proche de nous, d'avoir un impact, en tout cas une influence sur les espaces avoisinants. Donc ça, c'est effectivement une des théories qui aide à expliquer le comportement international de la Russie de tout temps, y compris d'ailleurs son accent, là aussi assez historiquement ancré, de mettre l'accent sur les facteurs militaires, hein, dans la puissance, parce qu'évidemment, si on veut se protéger d'une menace qui vient de toutes les directions, eh ben, évidemment, il faut avoir des outils militaires dignes de ce nom. Et tout ça, ça se retrouverait dans le positionnement actuel de la Russie. Mais bien évidemment, je pense qu'on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, malheureusement à la faveur de la guerre d'agression en Ukraine, tout le monde n'est pas en accord avec ça. Ça fait des années que les pays d'Europe centrale et orientale, au contraire, contestent même ces théories-là en disant que c'est une justification que met en avant la Russie pour mieux masquer son tempérament impérialiste, pour mieux masquer l'histoire du glacis. C'est pas du tout de l'insécurité de la part de la Russie, c'est plutôt une justification d'un tempérament qui serait prédateur à l'égard des voisins. Donc une Russie qui serait bien plus portée par une logique de soumission des peuples avoisinants et qui serait portée, selon eux, par un tempérament assez messianique, hein, côté russe. Et donc pour eux, quand les Russes parlent de leur sentiment d'insécurité, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps, parce que la Russie dit
le principe qui doit gouverner l'espace de sécurité en Europe et plus largement international, c'est le principe d'indivisibilité de la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité des uns ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des autres. Et c'est ce qu'elle a beaucoup mis en avant pour justifier son opposition à l'élargissement de l'OTAN, à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Mais voilà, les pays voisins, et qui, eux, ont une histoire effectivement très différente de la relation avec la Russie, considèrent que cette affaire de glacis et de sentiment obsidional, c'est une affaire en fait, qui vise en fait, à masquer un tempérament impérialiste. Alors, moi, j'aurais tendance à penser que l'un ne va pas forcément sans l'autre, hein, sans faire une réponse de Normand. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une complexité de la vision stratégique russe, parce qu'il y a justement une cohabitation de tous ces déterminants. Moi, je constate, quand je lis tous les documents stratégiques de la Russie, quand je discute, parce que ça fait un moment que je n'ai pas pu discuter avec des Russes, la perspective d'une Russie qui serait soumise à des dangers qui viendraient de plusieurs directions, donc bien sûr principalement l'Ouest, parce que là aussi c'est une conception stratégique très ancrée de longue date, mais aussi le Sud, également la façade pacifique, tout ça bien sûr ça existe, c'est présent dans les concepts de sécurité, dans les doctrines militaires. Il y a toujours cette idée que du fait de la possession de ressources naturelles immenses, eh bien la Russie elle est soumise aux appétits territoriaux d'autres puissances. Et ça, je crois que ce sont des choses qui sont ancrées dans la perspective des Russes. Mais on a vu aussi ces derniers temps que la Russie défend une vision du monde qui pourrait bien être un avatar du fait que la Russie s'est construite largement comme empire. Et donc cette vision que dans les relations internationales, il y a les grands États et il y a les petits pays. Et les petits pays, en gros et en substance, sont supposés comprendre où ils se situent finalement dans l'environnement d'une grande puissance et qu'ils doivent en tenir compte pour être en sécurité, s'ils ne veulent pas avoir à subir. Enfin voilà, il y a l'idée d'un rapport de force entre grands États et petits États. Et ça, je crois que c'est vraiment un avatar de la construction de la Russie comme empire. Mais voilà, il y a une cohabitation entre tous ces référents, et je crois que ça s'est pas mal exprimé dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et tous ces référents, je dirais aussi, produisent une sorte de vision assez absolue de la façon dont la Russie conçoit sa place dans le monde, dans la façon dont elle conçoit sa sécurité. C'est pour ça qu'on a ce débat, finalement, qui me semble presque sans fin, quoi, sur le sujet de l'indivisibilité de la sécurité. On a l'impression qu'il n'y a rien que l'on puisse faire qui puisse rassurer les Russes, parce que, par exemple, sur la question de l'élargissement de l'OTAN, et ça, je crois que ce n'est pas fin, beaucoup disent la Russie instrumentalise cette question d'élargissement de l'OTAN à des fins de politique intérieure. Il y a sans doute un peu de ça, mais je pense que vous ne convaincrez pratiquement aucun Russe que le rapprochement de l'Alliance Atlantique des frontières de la Russie, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème de sécurité. Ça, je pense que vous ne convaincrez absolument personne sur ce sujet en Russie. Mais il y a eu des choses qui ont été faites pour essayer quand même de rassurer la Russie à ce sujet-là, et je pense notamment, si vous vous souvenez, en 1997, la signature à Paris, avant qu'on annonce la première vague d'élargissement post-guerre froide, c'était l'acte fondateur sur les relations de coopération entre la Russie et l'OTAN, dans laquelle l'OTAN s'engageait à ne pas déployer d'armes nucléaires sur le territoire des nouveaux États membres et à ne pas déployer des groupes de forces substantiels sur le territoire des nouveaux États membres. Et je me souviens qu'à l'époque, certains des futurs membres disaient attention quand même, on ne voudrait pas entrer comme membre de seconde zone au sein de l'OTAN, parce que la Russie aurait trop d'influence finalement sur ce qui s'y fait. Donc il y a quand même eu cet effort pour essayer de rassurer la Russie. Alors, et toujours pour répondre à votre question, je me demande aussi sur ce côté absolu, en fait, parce que quand la Russie parle de sa sécurité, en russe, sécurité, ça se dit без опасности, ça veut dire sans danger. Donc il y a vraiment une notion absolue. Je pense que c'est aussi lié à une forme de contradiction, c'est-à-dire que Georges Sokolov, on va en reparler, je pense, avait théorisé la Russie comme une puissance pauvre, c'est-à-dire qui n'a pas une bonne santé économique, qui ne prête pas beaucoup d'attention au bien-être matériel de sa population, et qui en revanche compense par la puissance internationale, qui repose beaucoup sur la puissance militaire. Bien sûr, je schématise une pensée qui était bien plus complexe de la part
de Georges Sokolov. Et donc il y a en Russie, effectivement, la conscience de vulnérabilité interne très forte. Parce que plus votre territoire est immense, bah, plus vous avez du mal à le contrôler et plus vous êtes potentiellement, effectivement, soumis à des pressions extérieures en tout genre. Elle sait aussi que l'état de son économie n'est pas si reluisant et qu'il y a un décalage, en tout cas, entre sa solidité économique, démographique, technologique et sa revendication d'être une grande puissance qui pèse sur tous les grands dossiers internationaux, ce qui est quand même quelque chose de récurrent dans la pensée stratégique russe. Donc je pense que cette contradiction entre État intérieur et revendication quand même importante de puissance sur la scène internationale, ça crée des tensions du côté des Russes qui aussi se projettent dans son comportement sur la scène internationale. Alors après, sur les théories, Brzezinski, effectivement, on parle beaucoup de l'Eurasie, dont la Russie serait quand même le centre, même après l'effondrement de l'URSS. Donc il y a les théories de Mackinder, sur le Heartland, de Spykman aussi, sur le contrôle du Rhineland, qui permet de contenir, on va dire, cette puissance du Heartland. Et donc, comme vous le disiez, plus proche de nous, Brzezinski, à qui beaucoup prêtent une influence forte sur la politique étrangère américaine. Et ça aussi, aussi bien en Russie qu'en Occident. Il y a des experts occidentaux qui considèrent que finalement, Brzezinski, il incarne une certaine vision de la politique des États-Unis vis-à-vis de cet espace qui va de l'Europe jusqu'à peu près les frontières de la Chine. Et donc, c'est difficile de savoir dans quelle mesure c'est vrai. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Russes, eux, considèrent que Brzezinski a eu une influence sur toutes les administrations depuis qu'il a été dans l'administration Carter et qu'il incarne finalement la politique des États-Unis vis-à-vis de la Russie et de l'espace ex-soviétique. Et dernièrement, sur fond de guerre en Ukraine, j'ai vu refleurir dans la presse russe, sur des blogs russes, des articles sur Brzezinski et ce qu'il disait sur l'Ukraine, qu'il fallait absolument la détacher de la Russie pour empêcher que la Russie ne redevienne l'empire du mal, ne redevienne un empire. Et pour les Russes, c'est ça le cœur de la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Ukraine. Alors que, vu de moi et d'autres, il y a eu un intérêt toujours sur l'Ukraine, mais qui a été en dents de scie en fonction des intérêts. Donc il y a une politique étrangère américaine opportuniste à certains moments de l'histoire récente, ça c'est tout à fait vrai, mais une grande stratégie fondée sur les idées de Brzezinski, là peut-être qu'il y a peut-être des nuances à apporter. Voilà. Et puis c'est vrai que les Russes disent que c'est ça le cœur de la politique américaine, mais si on écoute ce que Vladimir Poutine a pu dire sur l'Ukraine et écrire sur l'Ukraine ces dernières années, on voit que les ressorts de ce que la Russie est en train de faire vis-à-vis de l'Ukraine, eh bien, ils vont au-delà de ça. Et que quand il dit qu'en fait, il en veut aux autorités soviétiques dans les différentes configurations politiques, à partir de Lénine jusqu'à Khrouchtchev, et jusqu'à Gorbatchev d'ailleurs, qui n'a pas su garder l'URSS intacte, et qu'il parle de l'Ukraine comme une construction artificielle qui finalement ne doit qu'aux erreurs des autorités soviétiques. On voit bien que ça va bien au-delà de cette problématique de la relation russo-américaine. Alors, puisque vous l'avez déjà abordé, on va essayer de resserrer la focale et puis peut-être s'intéresser un petit peu au cheminement qui a pu nous mener à cette crise et à cette agression. Vous avez coutume de souligner que les fils conducteurs, donc, et vous l'avez évoqué, vous venez de l'évoquer, les fils conducteurs de la politique internationale de la Russie sont à la fois donc cette ambition d'être reconnue comme une puissance majeure, une grande puissance qui compte sur la scène internationale, de conserver aussi une sorte de prédominance sur ce qu'on appelait du temps de l'ex-URSS son étranger proche, et également d'affaiblir, en tout cas ce que la rhétorique actuelle russe nomme l'Occident collectif. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous décrire ces ressorts, comment ils ont pu évoluer, comment ils interagissent, sur quels sont leurs points d'application, on va dire depuis les années Poutine? Alors ces trois thématiques, finalement, elles sont liées dans l'esprit des Russes. Ce sont vraiment trois aspects qui sont liés. Grande puissance,
étranger proche, Occident collectif. Alors, grande puissance, vous venez de le rappeler, la Russie, de toute façon, n'a jamais voulu se résoudre à n'être qu'une puissance d'ordre régional. Elle a des ambitions à peser globalement. Et c'était d'ailleurs un des objets de son intervention en Syrie. C'était de dire aux autorités américaines de l'époque qui avaient dit que la Russie n'était qu'une puissance régionale, hein, je crois que c'était Obama qui avait dit ça, j'en suis même sûre, il était aussi question pour la Russie, à travers cette intervention militaire, de montrer que la Russie pouvait peser bien au-delà, ce que justifie le poids de son territoire, enfin la taille de son territoire, son statut de puissance nucléaire et beaucoup d'autres arguments. Si on veut voir le lien entre grande puissance et étranger proche, même si les Russes utilisaient cette expression surtout dans les années 90, mais en même temps la configuration, enfin en tout cas la vision des choses que ça reflète par rapport aux relations vis-à-vis de l'ancienne URSS, je crois que ça n'a pas changé. Les termes ont changé. On a parlé de sphère d'intérêt privilégiée, d'autres, ça c'était Dmitri Medvedev, d'autres ont utilisé d'autres termes, mais enfin on voit bien à quoi ça correspond. Et c'est vrai que c'est lié dans l'esprit des Russes, la possibilité d'avoir un rôle prédominant dans l'ex-URSS. C'est très lié à l'idée qu'ils se font de eux comme grande puissance. C'est-à-dire que pour les Russes, quelle grande puissance puis-je être, si je n'arrive pas à assurer mon autorité sur les pays qui anciennement faisaient partie de mon empire. Et puis ensuite, si ces pays échappent à mon emprise, alors pas forcément le contrôle territorial, mais le contrôle politique, l'influence stratégique, eh bien s'ils échappent à mon contrôle, par exemple en se dirigeant vers l'OTAN ou vers l'Union européenne pour certains, eh bien ça me pose un problème parce que ça limite mon rayonnement sur les grandes zones stratégiques que sont l'espace européen, l'espace asiatique, l'ouverture sur le Moyen-Orient. Donc, de ce point de vue-là, statut de grande puissance et étrangers proches, c'est extrêmement lié. C'est pour ça que la Russie, de tout temps, depuis la fin de la guerre froide, même si c'est une petite période vraiment très courte de 2-3 ans, où la Russie est un peu négligente vis-à-vis de cet espace, parce qu'elle avait plein de choses à gérer. Il y avait le partenariat avec les États-Unis qui semblait partir sur une voie royale pour plein de raisons. Mais très vite, en fait, Boris Eltsine, parce qu'on parle souvent de Poutine, et vous-même, votre question portait sur Vladimir Poutine, mais même Boris Eltsine avait revendiqué dès 1995 un rôle de gendarme spécifique pour la Russie dans cet espace ex-soviétique. Bon, il faut dire qu'à l'époque, nous, on était occupés sur les conflits dans les Balkans et qu'il n'y a pas forcément grand monde qui formellement a trouvé que c'était gênant cette revendication des Russes. Et effectivement, ce sont les Russes qui, dans les conditions que l'on sait, ont aménagé des accords de cessez-le-feu dans les différents conflits de l'espace ex-soviétique. Et puis ça va de pair avec ces différentes structures d'intégration que la Russie a essayé de mettre en place dans le domaine économique, dans le domaine militaire, mais tous les États ne veulent pas en faire partie. Et puis malheureusement, et je pense que là on est plus dans la logique de ce qui se passe actuellement en Ukraine, des politiques plutôt coercitives, c'est-à-dire des pressions économiques, des embargos, des ingérences aussi dans leurs affaires, dans les affaires intérieures des États qui, d'une façon ou d'une autre, essayaient d'échapper à l'emprise de la Russie. Et puis, quand il le faut, on a en tête quand même la guerre en Géorgie, l'annexion de la Crimée en 2014, la stimulation, on va dire, d'un sentiment séparatiste dans le Donbass avant cette guerre à laquelle on est confronté depuis un an. Donc, c'est quand même assez lié à cette perspective de la Russie comme grande puissance. Et de ce point de vue-là, et c'est là que je fais le lien, qu'ils font le lien avec l'Occident collectif, c'est que, vu les Russes, finalement, qui a le plus essayé de mettre des bâtons dans les roues de cette stratégie de la Russie pour garder son emprise sur les espaces, sur l'ex-URSS. Bien vu d'eux, ce sont les pays occidentaux, et surtout, bien sûr, les États-Unis, Brzezinski, etc., je n'y reviens pas. Et les exemples pour eux, les illustrations de cela, elles sont nombreuses. C'est quand, à la fin des années 90, les États-Unis vont soutenir des voies d'exportation des hydrocarbures de la Caspienne qui contournent le territoire de la Russie, en passant de l'Azerbaïdjan vers la Turquie, en passant par la Géorgie. Donc ça, c'était quelque chose qui ne leur a pas vraiment plu. C'est le soutien également des pays occidentaux aux différentes révolutions de couleurs qui ont pu avoir lieu dans les années 2000 dans les pays voisins, dont l'Ukraine, encore une fois, si chère à la perspective stratégique et historique russe. C'est également l'invitation qui a été faite formellement, c'est vrai, par l'OTAN en 2008, à l'Ukraine et à la Géorgie, en disant que ces pays un jour deviendraient membres de l'Alliance Atlantique, et puis jusqu'à dernièrement
le soutien à différentes évolutions, le partenariat oriental qui essaye de finalement aménager des accords d'association entre l'Union européenne et les pays du voisinage commun entre l'UE et la Russie. Notion de voisinage commun que d'ailleurs la Russie n'a jamais vraiment voulu reprendre à son compte. C'est-à-dire, si c'est un voisinage commun, ça veut dire déjà qu'on abandonne un petit peu d'influence à l'autre voisin, c'est-à-dire l'Union européenne. Et ça, très clairement, la Russie, le terme de voisinage commun, elle a assez vite évacué de son vocabulaire parce qu'en fait, pour elle, c'était déjà consentir des possibles abandons d'influence sur les pays concernés, c'est-à-dire les 3 pays du Caucase, l'Ukraine, la Moldavie ou Moldova et la Biélorussie. Voilà, donc on a toutes ces perspectives, on voit bien les liens que font les Russes sur ces dossiers. Et quand les Russes aujourd'hui parlent d'Occident collectif, c'est en fait les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne et les pays européens qui se raccrochent de près ou de loin à cet ensemble. Et ça rejoint une perspective des Russes par rapport à cet équilibre difficile en Europe, en Eurasie. C'est qu'en fait l'Europe n'a pas su défendre son propre projet géopolitique dans cet espace-là. Qu'elle n'a pas su avoir un projet propre, qui aurait évidemment, vu des Russes, été plus équilibrant, parce que ça aurait permis, peut-être, c'est ce qu'ils espéraient en tout cas au début des années 2000, et ça c'était vraiment dans l'idée de Vladimir Poutine au début des années 2000, quand il proposait un grand partenariat stratégique fondé sur l'énergie, mais aussi des coopérations de sécurité avec l'Union européenne. Bon, là, on n'en est plus du tout là. Quand ils disent Occident collectif, ça veut dire en gros l'Union européenne, les pays européens sont à la remorque des États-Unis. Ils n'ont pas su bâtir un projet géopolitique plus sain qui aurait raccroché la Russie à cet ensemble, qui aurait tenu compte de ses intérêts de sécurité. Je viens de souligner que c'était quand même assez compliqué de donner satisfaction à leurs attentes en matière de sécurité. Et donc Occident collectif, ça recoupe tout ça. C'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui dans l'esprit des Russes, c'est aussi le fait que les Européens ont suivi les États-Unis dans cette volonté de décrocher l'Ukraine de la Russie. C'est bien sûr à bien des égards caricatural, mais je pense que ça fait vraiment partie de la vision des Russes sur tous ces dossiers-là. Après, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi eu des malentendus qui, évidemment, ont peut-être aggravé les choses ou fait qu'on n'a pas pu se comprendre aussi. Et donc, tout ça, ça s'est greffé en termes de contexte sur tout ça. Et peut-être qu'en tenant plus compte, en le comprenant mieux, on aurait peut-être pu avoir une autre situation à l'heure actuelle. D'abord, cette idée de la fin de la guerre froide, c'est vrai que de notre côté, même si moi je n'adhère pas du tout à ce que disent les Russes en disant que nous avons été triomphalistes, en disant que nous avions gagné la guerre froide, mais il y a quand même cette perception côté russe, parce qu'effectivement, nous n'avons peut-être pas ressenti à quel point la Russie, elle, considérait qu'elle avait contribué à la fin de la guerre froide. En tout cas, c'était le narratif du côté soviétique puis russe. C'est Gorbatchev en amenant cette démilitarisation des relations internationales en Europe. C'est ensuite Boris Eltsine qui s'était quand même engagé, au moins formellement, sur une voie de démocratisation de la Russie. Et si on ne l'avait pas tellement bien compris, cette différence de perspective, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, la Russie, elle était plutôt sur un narratif de coopération avec les pays occidentaux, d'intégration même avec les pays occidentaux, c'était les termes retenus à l'époque, et profession de foi en faveur d'un agenda de démocratisation de la Russie. Donc nous, on est surtout resté là-dessus, et sans être forcément triomphaliste comme soit l'ont perçu les Russes, soit le reconstruisent aujourd'hui les Russes. Il y a eu peut-être une forme de négligence par rapport à cette différence de ressenti sur les causes de la fin de la guerre froide. Et donc évidemment, dans ce cadre-là, puisqu'on parlait de l'élargissement de l'OTAN, il se raccroche à ça, parce que pour la Russie, l'élargissement de l'OTAN, c'est non seulement un problème de sécurité, parce que vu des Russes, l'OTAN elle a été bâtie sur un projet de contrer une menace de l'Est, et donc elle ne peut pas sortir de son code génétique, disent les Russes, mais surtout c'est aussi cet élargissement de l'OTAN, puisque la Russie n'en fait pas partie, c'est un facteur de sa marginalisation en Europe. Et c'est aussi pour ça que la Russie avait proposé, si vous vous souvenez, dans les années 90, cette idée que l'architecture pivot, enfin l'organisation pivot de l'architecture de sécurité
sécurité en Europe, ça aurait dû être l'OSCE, parce que là, il y avait une voix égale à celle de tous les autres pays. Bon, donc les choses ne se sont pas passées comme ça, et ça fait un premier malentendu. Je vois un autre malentendu, qui est qu'on a pensé justement, et là je pense que c'était vraiment à tort, que la Russie s'alignait sur nos positions dans les années 90 parce qu'elle était faible et que voilà, qu'elle était sur une voie de démocratisation, qu'elle voulait suivre notre modèle. Et ça, je crois que c'était en fait une erreur de penser ça. Je pense qu'à cette époque-là, ce projet de se rapprocher de nous et d'entrer dans le club des pays occidentaux, en quelque sorte, hein, et schématiquement, c'était en fait se raccrocher au club des grands, toujours ce souci d'être reconnu comme une grande puissance. Et donc, c'est la puissance, c'est Bobolo, un chercheur, je crois qu'il est chercheur associé à l'IFRI, entre autres choses, qui avait parlé de puissance par association, mais là, il parlait plutôt de la séquence suivante, c'est-à-dire quand la Russie a commencé à se positionner résolument aux côtés des puissances émergentes, hein, notamment les BRICS, en disant c'est un jour leur poids économique va se transformer en poids politique à l'échelle internationale, et la Russie en fait partie bien évidemment. Puis après il y a maintenant cette autre approche de puissance par l'association, qui donc dans les années 90 était par association avec les pays occidentaux, et ça a plutôt échoué. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de puissance par association avec tous les pays qui, d'une façon ou d'une autre, contestent l'ordre international et la place que les pays occidentaux y occupent. Puis voilà, autre malentendu, puis après je ne vais peut-être pas tous les énumérer, mais il y en a un qui me paraît assez important, et c'est justement sous Poutine, au tout début de son premier mandat. On est en 2001, attentat du 11 septembre. Et c'est vrai qu'entre 2001 et 2002, on a même Vladimir Poutine qui écrit dans une interview au Quotidien du Peuple, je crois que c'était en juin 2002, il dit mais pourquoi y aurait-il forcément une compétition entre la Russie et les États-Unis dans l'espace ex-soviétique? Pourquoi ne pourrait-on pas parler de coopération? Et il dit qu'il y avait de la place pour la coopération entre les deux. Alors c'est vrai que c'était déjà étonnant par rapport à tout ce qu'il avait pu dire sur le tempérament interventionniste des États-Unis, etc. Mais c'est parce que justement, attentat du 11 septembre, lui, immédiatement, il propose l'aide sous toutes sortes de formes aux États-Unis, parce qu'il avait compris que la grande guerre contre le terrorisme, compte tenu du choc que ces attentats avaient représenté pour les États-Unis, eh bien, ça allait être l'élément structurant de la politique étrangère et de sécurité américaine. Donc, pour lui, en donnant quelque chose aux Américains là-dessus, il espérait qu'il obtiendrait en retour une meilleure compréhension, dans la perspective russe, des intérêts stratégiques de la Russie, c'est-à-dire, encore une fois, sa revendication d'un rôle prédominant dans son voisinage. Par la suite, guerre d'Irak, soutien américain aux révolutions de couleur. Donc le deal, vu des Russes, a échoué. Finalement, cette recherche de deal éventuel a échoué. Et c'est là qu'on voit Poutine se durcir et qu'on arrive à ce fameux discours à la conférence de sécurité de Munich 2007, où là, c'est un réquisitoire en règle contre l'OTAN qui s'élargit, contre la politique des États-Unis, la guerre d'Irak, le chaos semé par le recours sans limite des États-Unis à la force militaire. Donc on voit comment ces trois éléments qui sont très structurants effectivement de la politique étrangère russe et qui sont très chargés en émotions négatives, hein, et je crois que ça pèse dans cette affaire-là, parce que quand la Russie intervient dans le Moyen-Orient, on voit qu'il y a moins d'émotions et que finalement les calculs étant plus froids, eh bien, la politique étrangère russe est peut-être un peu plus efficace aussi.